Salut à tous les amis, on s'y retrouve enfin, le dernier tome de Time Rider, enfin, Time Rider, le piège infini. Alors je vais vous montrer comme d'habitude les petites images de fin. Alors ça c'est l'époque où va les Liam dans ce tome là, et ça c'est l'époque où va les Maddie dans ce tome là. Et il y a également des notes de l'auteur à la fin, donc voilà. Alors, c'est un roman qui a été sorti en 2014 aux éditions Puffin Book en Angleterre à Londres et en 2015 en France à Paris aux éditions Nathan. J'ai le souvenir déjà à l'époque de l'avoir acheté en anglais en 2014 parce que forcément elle n'était pas sortie en français et j'étais impatient de connaître la suite. Car j'avais lu les 8 tomes précédents à la médiathèque, je m'en souviens, et chaque tome, ça me rendait de plus en plus fou. À chaque fois que je lisais, je voulais savoir absolument la fin, je voulais vraiment tout découvrir. Et j'ai finalement craqué, je l'ai pris en anglais et je l'avais lu en anglais la première fois. Puis après, quand il est sorti en 2015, et ben, je l'ai re-acheté et je l'ai relu en français. Bon, ce qui m'a permis déjà de voir que je traduisais pas trop mal l'anglais en vrai, parce que j'avais plus ou moins compris ce qui se passait dedans. Donc c'était pas mal, c'était pour la petite anecdote. Mais revenons-en à ce roman. De toute façon, la phrase qui est marquée à chaque roman, ne jouez pas avec le temps, prend tout son sens. Hein. Surtout dans ce roman-là, ça prend tout son sens. Donc c'est un roman qui fait 405 pages, avec 60 chapitres. Un roman équivalent un peu aux autres, hein, en termes de volumétrie, c'est pas plus qu'un autre ou moins qu'un autre. On est dans la moyenne. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais en page de couverture, comme vous le voyez ici, je vais agrandir un peu, on voit la statue de la liberté enfoncée dans l'eau, là ici un peu comme une sorte de virus, et puis tout en bas on voit un sigle infini, brisé bien sûr, signifiant qu'il faut briser la boucle infinie qu'est le temps sûrement, d'où le piège infini comme le titre de ce roman. Donc par quoi ça commence? Ah oui, il a été traduit aussi de l'anglais par Anne Lauricella, de toute façon celle qui a fait la plupart des traductions des livres de Time Rider. Donc ça recommence une ultime fois par un prologue avec Walstein en 2044 à Chicago, lors de son premier essai de voyage dans le temps. Et du coup, on se rend compte qu'il n'est pas allé à l'époque qu'il voulait, c'est-à-dire voir sa famille, sa femme Elinor, je crois. Non, Elinor, et Gabriel, son fils. Non, et il voulait partir là-bas, mais des entités qui s'appellent les veilleurs, qu'on a appelé les voyageurs dans le tome, dans les archéologues dans le tome 8, se sont présentés à Walstein dans une poche temporelle pour lui expliquer grosso modo certaines choses. Donc, comme je l'ai dit, ces êtres, ils s'appellent les veilleurs. Et du coup, ces veilleurs lui ont fait mis dans une poche temporelle le fameux jour 18 février 2028 comme temporalité et comme lieu chez lui avec sa femme Elinor pour pas qu'il s'y perde. Et du coup, les veilleurs commencent à parler avec Walstein. Donc, les veilleurs commencent à dire que ton espèce n'est pas la première à voyager dans le temps. Donc déjà, ça fait deux choses qu'on apprend parce que d'une, les veilleurs, on sait pas exactement ce que c'est. Ça a l'air des êtres un peu transcendantales parce que bon, ils n'ont pas l'air d'avoir de forme précise, vu comme il a pris la forme de sa femme. Donc c'est plus ou moins des extraterrestres qui viennent peut-être même dans un autre univers, une autre dimension, on sait pas, mais bref, c'est des gens très mystérieux en tout cas. Donc on va dire que c'est des extraterrestres pour simplifier la vidéo. Et du coup, ils leur disent que cette technologie n'a pas été inventée pour la première fois et que la plupart du temps, ça s'est mal fini, c'était assez casse-gueule, ils étaient obligés de péter les civilisations et tout ça. À chaque fois que ça se faisait terminer, c'est mal. Parce qu'ils expliquaient que plus on faisait des voyages dans le temps, plus on cassait la membrane. Enfin, ça, il explique en fait plus ou moins vers la fin du tome en fait. Parce qu'on a une partie dans le prologue et une autre partie vers la fin du tome où quand il explique à Maddy les voyages dans le temps, pourquoi il fallait maintenir l'histoire solaire et tout ça.
Et bref, on y reviendra à la fin parce qu'on va pas tout mélanger dans cette vidéo. On commence par le début, comme j'ai dit. Liam et Rachim consolent Maddie pendant une bonne année. Ou un an et demi, je sais plus, un truc comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit dans le tome précédent. Ils allaient forcément la consoler et faire un truc parce que bon, elle était complètement anéantie suite à la perte de Adam et Sal. Excusez-moi. Donc voilà, ils ont voyagé pendant. Ils ont passé une petite année sympathique où on pourrait presque après ça la retraite des Time Riders pour un peu ou leur jour de congé. Mais bref, suite à ça, ça leur a fait du bien et du coup, ils ont pris un ultime choix. Ils voulaient absolument des réponses. Donc là, Walston leur envoie un message qui leur invite à aller en 2070, aller directement à sa rencontre en leur disant votre mission est terminée, vous n'avez plus rien à faire, venez me rendre visite, quoi, en gros. Donc Lian insiste que c'est un piège, qu'il faut pas y aller et tout ça, et Maddie dit qu'au contraire, elle veut des réponses, c'est le seul qui peut les donner, etc. Donc Liam, suite à la découverte qu'ils ont fait dans le tome précédent, va décider d'aller à l'an du Christ, à l'an 0 pour voir l'autre transmetteur de Tagion et par la même occasion voir Jésus, parce que bon, ça se loupe pas forcément, hein, on va pas dans le passé pour aussi loin pour pas louper Jésus quand même, c'est pas n'importe qui. Et du coup, voilà, l'équipe se sépare en deux. T'as Bob et Liam qui partent dans le passé à l'époque du Christ, au 1er siècle. Et puis t'as Maddie et Rachim et Beck qui s'en vont en 2070 à New York dans le but de localiser et trouver Walston afin d'obtenir des réponses. Donc voilà commence ce premier tome. Ça commence pas mal. Donc on suit ces deux missions alternativement. Ah oui, ils ont aussi dit à Bob leur dit de tout détruire si jamais ils revenaient pas de leur mission et que quelqu'un découvrait le cachot. C'était une précaution à prendre et on sent que là c'était l'ultime mission. D'ailleurs, avant de partir, Liam et Maddie se disent au revoir d'une manière un peu en mode c'était leur adieu, quoi. Ils commençaient à se dire leurs sentiments les uns pour les autres, sentiments familial, je précise. Hein. Et du coup, ils sont partis chacun de leur côté, avec un peu cette boule au ventre de peut-être perdre le seul prof qui leur reste, mais d'un autre côté, ils avaient absolument besoin d'avoir des réponses. Là, c'était le grand final, fallait tout savoir et prendre une décision à la fin, quoi. Donc c'est l'ambiance de ce tome de toute façon, c'est la révélation, et ça fait partie, comme je l'ai dit au début de mes intros, l'un des 3 tomes de Time Rider charnière, en même temps c'est le dernier, donc forcément c'est charnière. Donc Maddie et Beck et Rachim vont aller à New York. Ils vont faire la rencontre d'un Heywood, je crois. Enfin, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre qui travaillait pour Walston. Il leur expliquait un peu certains trucs sur lui. Et après, là, ils vont faire la rencontre d'Heywood, je crois, sur un bateau. Et il va leur proposer de troquer la nourriture en échange de faire la traversée pour aller à WG System, là, au centre de recherche, qui est situé à l'autre côté de ligne de partage, comme vous avez pu le voir dans le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure. De toute façon, je vais vous montrer l'image. Alors, elle est où ? Ouais, parce qu'il y a une ligne de partage en 2070. L'Amérique est partagée en deux. Hop, voilà, j'ai retrouvé. Donc là, vous voyez, comme vous pouvez le constater ici, c'est le trajet qu'ont fait Maddie, Beck et Heywood de New York jusqu'à Cleveland. Et là, ils ont franchi la ligne de partage grâce à Rachim qui était de niveau 9 en termes de personnalité, donc le plus élevé, le plus important de l'humanité, en termes de catégorie de personnalité. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu réussir à rentrer de l'autre côté de la ligne, parce que oui, de ce côté-là de la ligne où ils étaient, c'était le chaos complet, c'était vraiment des bidonvilles partout, des humains qui se tuaient pour un oui, pour un non, ou pour de la nourriture, ou... C'était le bordel infini, il y a un ciel kaki vert, c'est vraiment la fin du monde avec la montée des eaux et tout ça. Et c'est principalement d'ailleurs à cause de la montée des eaux que la plupart de la population a migré du côté ouest des États-Unis.
Mais bon, de l'autre côté, ça se passe pas si bien que ça non plus, de ce que disent les gardes de contrôle, puisque c'est aussi la pénurie de nourriture, le manque de tout. Bref, c'est vraiment une ambiance de fin du monde et partout dans le monde. Parallèlement, on nous apprend aussi que le virus de Konzong, on a les dates à chaque fois, à chaque chapitre de quand il va survenir. Et on apprend du coup que c'est à cause de la guerre entre la Corée du Nord et la Chine, si je dis pas de conneries, qui voulaient s'approprier des ressources de pétrole et c'est pour ça qu'ils vont lancer ce virus. Ce qui a bien y réfléchir est complètement stupide et idiot, mais bon, c'est en gros ça le virus, c'était Pandore et c'est Konzong, le virus de Konzong, voilà. Pourquoi Konzong? Parce que ça vient de la ville de Konzong. Et du coup, après, ah oui, sur le chemin aussi, Maddy rencontre Charlie, ou Charlie, je sais plus comment ça se prononce, une petite fille de 9 ans qui a perdu ses parents et qui va apprendre pour mère de substitution Beck, et avec qui ils vont faire un morceau de chemin ensemble. Donc, du coup, ils franchissent la ligne de partage tous ensemble. Et après, malheureusement, le virus arrive plus tôt que prévu et ça commence à être la fin du monde un peu partout. Les gens commencent à voir d'autres gens s'évaporer autour d'eux, c'est la panique totale et Maddy et Rachim et compagnie sont complètement paniqués avec. Enfin, paniqués, c'est vite dit, disons que ils ont un peu peur, mais voilà, ils essaient de trouver des solutions. Donc à un moment, ils se planquent directement dans une petite maison abandonnée. Et ils font des tests sur des cafards pour voir si le virus est actif ou pas. Ils se posent plein de questions sur le virus, il meurt au bout d'un certain temps, etc. Parce que c'est pas un virus invincible, il a ses faiblesses aussi. On apprend aussi que l'arche dans laquelle ils ont opéré en 2001 est enfouie sous l'eau. Bon, ça, c'est pas incroyable, on va dire. De toute façon, vu l'état dans lequel le monde est en 2070, on n'est plus à ça près, vous allez me dire. Mais voilà, donc ils font la traversée ensemble dans la petite maison, ils font le test sur les cafards et après ils sortent et ils voient que le virus est mort, donc ils continuent à avancer, etc. Mais malheureusement, Rachim, ils vont faire aussi la rencontre d'une autre famille qui vont s'occuper de la petite Charlie parce qu'ils ne pouvaient pas continuer ensemble de toute façon. Et Heywood et Rachim vont malheureusement mourir du virus parce qu'en fait, dans une boîte de conserve, je crois que c'était du pudding, il y avait encore du virus dedans. Donc voilà, ils vont tous les deux mourir d'une manière idiote, il faut complètement le dire, et c'est une mort assez gratuite. Je pense que l'auteur en vrai il voulait s'en débarrasser pour que les révélations à la fin soient faites que par les personnages principaux. Mais je trouve ça dégueulasse quand même parce que bon, Rachim, comme l'a décertifié Maddy, c'est un membre de l'équipe à part entière. Et d'ailleurs, c'est dans ce tome-là où on en apprend un peu plus sur Rachim, qui vit dans un petit studio, qu'il avait de la famille, que c'est une personnalité très importante et assez bordélique aussi. Qu'il n'est pas animé spécialement pas grand chose, hormis ouais, quand Maddy m'a dit dans quelle époque tu aimerais revivre. Si on découvre Walsten et puis qu'il nous laisse partir à l'époque qu'on veut, et puis non, Rachim lui sort un moment, pourquoi pas retourner à l'époque de Liam, non de l'époque où ils faisaient les Seigneurs des Mers avec Liam, c'est-à-dire dans les années 1666 si je dis pas de conneries. Et du coup c'est comme ça qu'il va tout déballer à Maddy, sa vie, etc. Mais ça c'était avant qu'il meure bien évidemment de ce putain de virus. Alors du coup, suite à leur mort, Maddy est complètement effondrée. Elle a envie de tout abandonner, tout claquer, elle n'en peut plus quoi, elle a perdu trop de jambes, entre Adam, Sal et maintenant Rachim, ça fait beaucoup de pertes quoi. On compte pas les unités de soutien qui sont morts au moins une fois chacun aussi. Donc voilà, ça lui fait très mal au cœur, ça la brise complètement et Beck fait un ultime effort pour lui dire allez, plus qu'un dernier passage en ligne droite dans le centre de WJ System pour avoir des réponses et tout ça. Et grâce aux encouragements de Beck, Maddy finit finalement par reprendre Poil de la Bête et aller chez Walsten. Et elle finit justement par rencontrer Walsten près du centre et on découvre en fait que Walsten a le même physique que Foster parce qu'au début elle croit que c'est Foster et elle lui dit non en fait je suis Walsten. Et Walsten lui sort bienvenue à la maison, vous comprendrez pourquoi par la suite. Maintenant je vais switcher sur Liam qui est parti du coup à l'époque du Christ.
Donc il se rend compte que la Bible était écrite plus ou moins approximativement car les événements ne se passent pas exactement comme ça devrait l'être, ou comme il l'avait décrit à des détails près. Donc voilà, ils apprennent comme d'habitude les coutumes de l'époque, les gens, puis ils finissent par découvrir le transmetteur de Tagion qui est en dessous du dôme d'Or, je suis un truc comme ça, je sais pas, le lieu le plus sacré en tout cas de Jérusalem. Et le mieux gardé de tous, bien évidemment. Donc il découvre pas la tour de Tagion, mais juste les inscriptions des messagers du vent dessus. Parce que Liam était en dessous et c'était un vrai labyrinthe. Puis voilà, Liam a été subjugué par Jésus, son charisme, sa parole, sa sincérité. Ça l'a vraiment époustouflé. Bob d'ailleurs était en mode bon, je m'en bats les couilles. C'est qu'un personnage historique, t'en as vu plein d'autres. Et Liam était limite en colère parce que bon, c'est quand même Jésus, c'est pas n'importe qui quoi. Mais voilà, suite à ça, du coup, ils vont défendre le Christ pendant un petit moment parce qu'il y a eu une base pour un moment. Ils vont revenir aussi en 1889, je crois, enfin à l'époque à Londres où il y a leur base, en espérant que Buddy était de retour pour la pêche aux infos, mais ils constatent que ce n'est malheureusement pas le cas. Donc ils vont repartir dans le passé. Mais il va se passer un certain événement, mais bon après je vous expliquerai après. Je re-switch du coup sur Maddie car c'est vraiment 2 missions et voilà. Donc Maddie. Elle voit enfin Walsten. Walsten commence à du coup à lui donner des brides d'informations sur les réponses qu'on s'attendait. Donc voilà, elle lui certifie bien qu'elle voulait la tuer, elle est sur l'équipe parce qu'elle avait désobéi aux ordres, et elle lui expliquait pourquoi en fait, qui était ce Hill. Ce Hill en fait c'était les veilleurs du coup, ou ce qu'ils appelaient les archéologues dans le tome 8. Des gens qui voulaient absolument préserver l'histoire car ils voulaient pas péter la membrane à chaque fois qu'ils faisaient des voyages dans le temps. Et c'est pour ça que Walsten voulait à tout prix justement éviter les voyages dans le temps. Et c'est pour ça qu'il a construit l'agence contre les voyages dans le temps, c'était pour ça. Il a tout sacrifié pour ça, il était prêt à tout pour ça. Ce qui est assez choquant. Parce que bon... Alors on apprend aussi que... Maddie est en fait... son ADN est à la base de la femme de Walsten, c'est-à-dire Eleanor. Et que Liam et Foster sont... La base de leur ADN, c'est Gabriel, le fils de Walsten. Et quant à Sal, bah, c'est la personne réelle qu'elle a elle-même découverte à son époque. Donc voilà comment ils ont créé les équipes de Time Rider. Donc Maddie était très en colère d'apprendre ça. Rien que ça quand même, elle se dit putain... En gros, Walsten a voulu recréer sa famille qu'il avait perdue, quoi, et tout recommencer. On apprend aussi qu'il y a eu 3 équipes. Du coup, le centre de recherche où ils sont à Denver ou pas loin de Denver, si je dis pas de conneries. Donc on apprend qu'il y a eu 3 équipes au total. La première qui a servi de test. Ça, on ne savait pas. Pour savoir si collectivement ça marchait bien, s'il n'y avait pas de soucis, etc. Et après, Walsten les a remis entre guillemets au frigo dans leur tube, etc. Après, ils ont fait une deuxième équipe, donc du coup, l'équipe de Foster, si on peut appeler ça comme ça, où Maddie et la salle sont mortes à cause du tracker, donc ce qui sortait de l'espace du chaos, et que Foster, ou l'ancien Liam, vous l'appelez comme vous voulez, était à un moment bloqué dans l'espace du chaos, c'est pour ça que ça a accéléré son vieillissement, parce qu'il était bloqué dans l'espace du chaos. Et suite à ça, c'est là que Walsten a créé une 3e équipe et a changé le nom de Foster. Parce que Foster a découvert qui il était, etc. Mais il a quand même continué fidèlement sa mission. Donc voilà, on apprend ça. Walsten leur montre également toutes les photos et clichés qui ont servi de mémoire, les tubes dans lesquels ils ont grandi. Bref, c'est beaucoup de révélations quoi. Mais Maddie est de plus en plus en colère suite à ces révélations et ce qui l'a vraiment traumatisé le plus c'est le fait que Walsten a envoyé des unités dans le tome 5 et 6 pour les tuer. Ses propres enfants comme dit Maddie quoi.
Et on sent que Wallstein a un profond remords et regret, et que d'un autre côté, il avait l'entité supérieure à lui qui lui disait en gros, fallait faire comme ça sinon on pète toute l'humanité, quoi. Donc il avait pas trop le choix, il avait le cul assis entre deux chaises. Et c'est vrai que c'est des questions à se poser. Est-ce qu'on sacrifierait l'humanité au détriment de notre famille, ou l'inversement? C'est des questions assez philosophiques dans un sens. Mais bref, toujours est-il aussi que Wallstein leur explique comment ils ont construit l'arche, qui était Griggs et Joseph Oliveira qui a fabriqué les souvenirs et tout ça. D'ailleurs, Buddy lui apprend ce qui arrive à Joseph, et Wallstein lâche les petites larmes parce que c'est un peu comme son fils, quoi. Mais voilà, et Wallstein dit à maman, enfin le lendemain, ils dorment chez eux après tout ce long voyage. Maddy était crevé, c'est logique. Donc ils dorment chez lui. Wallstein après se casse en laissant une lettre à Maddy en lui disant je suis désolé pour avoir fait tout ça, vous avez créé de faux souvenirs, vous avez fait souffrir, etc. J'avais de bonnes raisons, machin, etc. Et puis il lui a dit vers la fin, bon tu peux choisir maintenant l'époque où tu veux vivre. Je laisse la porte ouverte, je te laisse une machine, à la fin tu détruis tout, et puis voilà. Quant à Wallstein, il est parti dehors, on ne sait pas où, mais pas loin, sûrement à côté de sa baraque, en train de contempler la fin du monde, quoi. De toute façon, comme il l'a dit dans sa lettre, il pense qu'un autre voyage temporel le tuerait définitivement, voilà, qu'il ne résisterait pas au Tagion. Puis je pense que moralement, de toute façon, il était mort depuis un bon moment. Il a perdu sa femme, son fils, il les a perdus aussi plusieurs fois sous forme de clones. Il y avait la pression des veilleurs, il y avait aussi la pression sociale, parce que bon, c'était le premier inventeur de la machine imaginaire dans le temps, tout le monde le tournait autour d'après, les journalistes, les scientifiques, etc. Je pense que pour lui c'était un bon moyen de dire bon on met un terme à tout ça, on arrête les conneries, et puis on part, quoi. Voilà, l'heure est venue de partir tout simplement. Maddy se surprend à pleurer de son départ parce que bon, elle le dit très clairement qu'elle lui haït pour plusieurs trucs, mais qu'elle lui a déjà pardonné entre guillemets pour toutes ces conneries. Enfin, ces conneries et ces choix qu'il avait dû faire pour préserver l'humanité, ce qui n'est pas rien quand même. Et du coup, Maddy reçoit un message de Beck, et Beck lui dit j'ai enfin reçu, je peux enfin te dévoiler le texte du Saint Graal au complet. Donc là, on avait complètement oublié ça, ce stade-là, c'est vrai. On était tellement absorbé par les tours de Tagion qu'on avait complètement oublié ça, le manuscrit de Voynich. Et elle lui dévoile enfin toute l'entièreté du message. Donc dans le message, il y a marqué « Le temps est compté, et trouver le second transmetteur, rayon de Tagion bientôt coupé, après ça, plus de voyage dans le temps. Vous serez coincé, vous devez faire un choix, Maddy. Rejoignez-nous ou choisissez une époque, notre temps est compté, quoi. Et notre repère temporel est à l'époque du Christ. » Voilà grosso modo ce que disait le message. On se dit putain, enfin on l'a reçu. Et on apprend que Liam a modifié une partie, donc ça veut dire qu'il avait déjà écrit ça avant, et que c'était un autre lui, peut-être une autre timeline, et qu'il l'a remodifié du coup. Donc oui, maintenant on va re-switcher sur Liam. Alors Liam, il est pris dans une poche temporelle comme Wallstein, il ne retourne pas à l'époque du Christ directement, il revoit un veilleur, mais cette fois-ci avec une poche temporelle qui est dans l'arche, et avec Foster, parce que c'est là où tout a commencé au début, comme le disait le veilleur. Donc le veilleur lui apprend qu'il existe d'autres veilleurs qui les ont formés, donc voilà, déjà ça c'est un peu vague quand même. Il nous apprend qu'il y a d'autres univers, d'autres dimensions, d'autres trucs. Et qu'il est prêt à accepter l'humanité dans tout ça lorsqu'elle aura bien évolué, et qu'elle sera sage parce qu'elle considère pour l'instant l'humanité comme un enfant un peu capricieux. On apprend aussi que le veilleur a menti quand il parlait à Wallstein, qu'il n'y avait pas de membrane à protéger qui était percée chaque fois qu'il voyageait dans le temps. C'était juste une mise en garde pour redresser l'humanité sur de bons rails, on va dire. Essayer de voir si ça serait bien passé, parce qu'on apprend aussi que du coup les deux repères temporels, les deux tours de Tagion là, ou transmetteurs, ou je sais plus comment ils appellent ça, des relais,
qui sont situés à l'époque du Christ et en 2070 dans la jungle, bah, ça servait en fait de boucle. C'était la boucle de l'histoire de l'humanité sur 2 millénaires. Et qu'on pouvait voyager grâce à cette boucle, grâce à l'espace du chaos qu'il y avait dans la tour des Tagions. Ça servait de relais. On apprend aussi que s'il n'y avait pas d'espace du chaos, il n'y aurait pas de voyage dans le temps possible. Et ce qu'il y a dans l'intérieur de l'espace du chaos, en fait, c'est comme l'avaient supposé Sal et les autres, c'est d'autres voyageurs temporels de d'autres timelines différentes qui sont restés coincés dedans. D'ailleurs, Liam, avant de voir le veilleur dans la poche temporelle, là, il a parlé un peu avec Sal. Il l'a revu une dernière fois, et puis Sal lui a dit j'ai envie de mourir pour de bon, j'en peux plus, c'est l'enfer dans l'espace du chaos, est-ce que tu peux terminer tout ça, Liam a un bon coup, voilà, j'en peux plus. Et du coup, c'est ce que lui propose le veilleur, de détruire pour de bon l'espace du chaos, les tours de Tagion, pour que le voyage dans le temps soit plus possible et pour qu'ils reconstruisent tout à partir de l'année du Christ, proprement et bien comme il faut. Après, il laisse le choix à Liam de garder la boucle ou de casser ça et de recommencer. Donc Liam hésite un peu, mais bon, au bout d'un moment, il avait fait son choix de toute façon. Il choisit au final de tout casser et de commencer une époque propre avec les vraies paroles du Christ et les conserver, le protéger. Bref, reconstruire quelque chose de vraiment à table, que la Bible soit intacte, que ses paroles ne soient pas déformées. Parce que c'est ça qui a conduit peut-être l'humanité à là où on en est aujourd'hui, la déformation de la Bible et les paroles. Là, il veut garder les paroles saintes et construire une nouvelle ligne bien propre. Et là, il n'y aura pas de retour en arrière cette fois-ci. Et du coup, c'est là où il a l'idée d'écrire le Saint Graal que Mahdi va recevoir en tant que message après. Et du coup, le tome se termine comme ça. Mahdi dit à Beck où t'aimerais y aller, etc. Qu'est-ce qui te ferait plaisir et tout. Donc voilà, a dit, grosso modo, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle aime qu'on aime avoir besoin d'elle. Et qu'elle veut rester avec Bob pour l'aider à s'améliorer, avec Liam aussi pour l'aider à prendre des bonnes décisions qui ne soient pas trop impulsifs. Et sûrement avec Mahdi avec, hein, évidemment, parce que bon, c'est son équipe et sa famille, quand même. Quant à Mahdi, on nous fait l'auteur nous laisse le choix entre est-ce qu'elle va revenir avec Adam en 1994, à Norwich, si je dis pas de conneries, ou est-ce qu'elle va revenir avec Liam à l'hésite. Puis au bout d'un moment, elle dit bon, c'est bon, j'ai fait mon choix. Et dans les dernières lignes du roman, on voit qu'il y a un portail ouvert à l'époque du Christ, du coup. On voit qu'il y a Beck qui est dedans, donc logique, elle a rejoint Liam. Mais Liam dit qu'il y a peut-être plusieurs personnes à l'intérieur de ce portail, donc on sous-entend que Mahdi est peut-être retourné avec eux. Et les toutes dernières pages de ce livre, ça sous-entend qu'il y a peut-être une légère brise qui est peut-être un portail en 1994. Donc voilà grosso modo de quoi parle ce roman. C'est assez long en révélation, mais bon, maintenant on sait tout. On sait le pourquoi du comment. Alors après, je me pose plusieurs questions quand même sur l'espace du chaos, parce que si c'est les transmetteurs qui permettaient le voyage dans le temps, ça veut dire que du coup ils allaient au-delà de leurs repères aussi. Parce que Mahdi a déjà envoyé Liam à l'époque du Crétacé. Bon, ça après c'était une erreur technique, mais quand même elle l'a envoyé bien au-delà des 2 millénaires de la boucle. Et pareil avec Beck, elle l'a envoyé au-delà de 2070. Donc je pense que les deux tours servent de repères, mais qu'ils peuvent également aller plus loin grâce à ces tours quand même. Enfin, grâce à l'espace du chaos tout court en fait. Parce que c'est vrai que les tours étaient même pas construites à l'époque du Crétacé, vous allez me dire. Vraiment que ce soit une incohérence à propos de l'auteur, c'est pas très bien expliqué dans le bouquin, je trouve. Pour les tours en tout cas. Après, pour ce qui est du choix de Mahdi, moi je pense sincèrement qu'elle est retournée avec Liam parce que bon, c'est sa famille. C'est avec elle qu'elle a tout partagé et c'est tout ce qui lui reste. Et elle a ça ensemble, faire des missions et tout ça. Donc, préserver l'avenir, etc. Je pense que c'est dans leur nature, c'est comme ça.
Parce que bon, elle était certes très amoureuse d'Adam, mais en vrai, oublier Liam et tout le reste et rester avec lui pour toujours comme ça. Je sais pas. Après, l'auteur nous laisse entre guillemets le choix parce que dans les notes de l'auteur qui est à la fin du bouquin, il nous dit carrément l'auteur qui nous laisse choisir. Et pour moi, je trouve ça plus cohérent qu'elle soit partie avec Liam dans le passé. Et que voilà, ils ont fondé leur nouvelle maison et un nouveau départ. C'est la retraite des Time Riders. Enfin, après tout ce qu'ils ont vécu, quoi. Ça fait beaucoup d'émotion quand j'ai lu ce bouquin qui arrive vraiment très nostalgique. On se dit c'est enfin la fin de toutes leurs aventures, c'était long, il y avait plein de questions, plein de trucs, et puis bam, ça arrive comme ça. Alors après aussi une chose, je m'en souviens, c'était ma première lecture. J'étais un peu déçu que ce soit des veilleurs, des extraterrestres, quoi. Je m'attendais à quelque chose de plus sophistiqué, Parce qu'en fait, que ce soit toutes les suppositions qu'ils ont fait dans le tome 8, c'était exact, en fait. Sur le fait qu'on est dans une boîte de pétri, etc. Arachim avait raison. C'est ça. Et je trouve l'excuse des veilleurs un peu facile. Bon, après, ça part d'une belle attention, mais bon, même si l'auteur dit encore une fois dans ses notes d'auteur qu'il avait écrit la fin avant, on a du mal à y croire quand même. Ça fait un peu Joker, quoi, les veilleurs. Mon avis aussi sur la décision de Liam, ça ne fait aucun doute. Ouais, sur la mort de Rachim, j'ai vraiment trouvé ça trop dégueulasse, quoi, pour en revenir là-dessus. J'aurais tellement voulu voir comment il aurait réagi face à Wallsten. Est-ce qu'il aurait compris des choses de l'espace du chaos? Est-ce qu'il aurait... Et puis, est-ce qu'il aurait suivi Maddy et compagnie dans le passé? Bon, je pense que oui, en vrai. De toute façon, on voit bien que Maddy l'avait un peu arraché à son époque et qu'il n'avait pas opposé trop de résistance. Donc bon, c'est qu'il s'était attaché à Maddy. Et puis de toute façon, ils formaient une vraie famille tous ensemble, quoi. Et puis je veux dire, quand on voit leur faire en 2070, n'importe quelle époque aurait été la meilleure. D'ailleurs, à sa mort, il revoyait le ciel qu'il avait sûrement vu à Rome, quoi. Un ciel bleu et pur. On voit il est mort en voyant quelque chose de beau, c'est propre, c'est bien. Voilà. Donc c'est principalement pour ça que j'avais commencé moi ma chaîne YouTube, c'était pour finir cette saga de romans là, et du coup on est au dernier tome comme vous pouvez le voir. Ça me fait une grande émotion franchement d'avoir enfin fini un truc du début à la fin, qui me tenait à cœur en tout cas pour cette saga de Time Rider. C'est une série de romans qui m'a vraiment marqué, qui m'a beaucoup plu à la première lecture. Et puis qui est, hormis Steingate, l'une des meilleures œuvres de machine à voyager dans le temps, enfin de voyage dans le temps. Alors après Steingate c'est être beaucoup plus sophistiqué que ça, mais bon après ça c'est aussi pas mal dans un certain sens pour voir toutes les chronologies des époques, les noms, c'est à la fois pédagogique et à la fois entraînant. C'est pour ça que j'aime bien ces bouquins. Et quand j'y pense, l'auteur aurait presque pu faire un tome 10 ou à la limite un épilogue pour dire comment ça se passe à l'époque du Christ, qu'est-ce qui s'est déroulé. Est-ce que pourquoi pas Liam et Maddy sont finalement sortis ensemble et pourquoi pas Beck et Bob? Ou est-ce qu'ils ont rencontré d'autres personnes à leur époque? Je sais pas. Mais ouais, ça aurait été intéressant aussi de revoir les veilleurs revenir pour voir quelle décision ils prendraient, parce que du coup ils ont bien dit qu'à la fin ils prendraient une grosse décision concernant l'humanité, si on doit tout rayer ou si on doit tout recommencer. Et du coup je pense que là c'est bien parti pour vous dire qu'en gros les choses vont se faire très proprement. Mais voilà, c'est une aventure qui s'achève. C'est beaucoup d'émotions, c'est un roman qui m'avait donné beaucoup à cœur à raconter, que j'ai relu plusieurs fois dans ma vie. Après, je sais pas si je les relire un jour, là je pense que c'était ma dernière critique analyse et sur ça, et
et que je remettrai pas les mains dedans de sitôt. De toute façon, après l'avoir relu plusieurs fois, il n'y a plus de mystère. J'ai bien compris tous les détails, et puis plus je grandis après, plus je trouve certains détails assez enfantins. Mais bref, voilà, je vais m'arrêter ici car la vidéo va être assez longue. Je n'ai plus rien à dire si ce n'est que je vous retrouve pour de prochaines vidéos et que j'espère que cette série de romans sur Time Rider vous a plu et vous a donné surtout l'envie de les lire. En tout cas, je vous conseille vraiment de lire les 9 tomes. C'est vraiment à lire au moins une fois dans sa vie. C'est un peu difficilement trouvable aujourd'hui parce qu'on peut les trouver d'occasion et en neuf, il faut soit dépenser une blinde ou aller vraiment dans des magasins très spécialisés, c'est très compliqué. Après, il y a aussi les formats pocket en petits livres. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Paix, rire, amour.